C'était vraiment dis-le. Ok, faut lancer le rec. Par contre, là. Bonsoir, bonjour, et on se retrouve pour cette dernière vidéo annonce et explicative de qu'est-ce que vous allez regarder et qu'est-ce qu'ils vont regarder, Kevin. L'entretien qu'on a eu avec Soufiane Adel, le réalisateur de Le jour où j'étais perdu. J'ai pas d'inspire. Et bah, tout simplement, on va vous laisser retrouver ce film. Franchement, la discussion était trop intéressante. On a parlé cinéma, on a parlé design et tout, on a parlé industrie, c'était passionnant. On va même parler de transhumanisme. Transhumanisme, ouais, c'était incroyable. Bah, on vous laisse retrouver ça tout de suite. Tout de suite. Maintenant. Ogdou. Ouais, c'est parfait. Je sais pas si c'est parfait. C'est parfait, franchement, c'est exactement ce qu'il faut. Je pense que c'est border, mais... Et on est de retour. Ok, nous sommes revenus et nous sommes cette fois avec Soufiane Adel, le réalisateur de Le jour où j'étais perdu. Merci d'être là, on a aussi très envie d'en discuter. Comment tu vas? Première question. Ça va très bien, merci de m'inviter, je suis ravi d'être là, de discuter avec vous du film, voilà, ça va très bien. Ça va être cool. Alors toi, du coup, tu es réalisateur. Pour tout dire, moi j'avais découvert ton travail il y a plusieurs années, avec il y a une dizaine d'années avec Sur la tête de Bertha Boxcar. Alors c'est un film du coup que j'ai vu il y a longtemps, donc j'ai peu de souvenirs du film concrètement, mais je me souviens que j'avais adoré. Donc nous l'émission Tout d'un coup, en gros c'est une émission autour des courts-métrages où on aime bien montrer des courts-métrages, et on a l'idée de faire une émission autour de classiques un peu de courts-métrages. Et quand on en discutait avec Alexis, moi le premier film qui m'est venu en tête, c'est Sur la tête de Bertha Boxcar. Voilà. Quand je pense un classique personnel du court-métrage, je pense à celui-là. Ok. Tu avais co-réalisé avec, j'ai oublié le nom de ton... Angela Terray. Voilà, c'est ça. Où il y avait Reda Kateb et Judith Chemla qui jouaient dedans. Et on parlait aussi de toi, en l'occurrence, parce qu'on a reçu Yacine Knia la semaine dernière, mardi la semaine dernière, pour parler de ses films, etc. On a montré plusieurs de ses films. Et il nous disait, ah oui, vous allez à Clermont, il y a ce film-là où j'ai écrit. Donc le film, Le jour où j'étais perdu, tu l'as coécrit avec Yacine Knia. C'est un 4 mains. Exact. Et il expliquait, j'aimerais beaucoup le voir parce que je ne l'ai pas encore vu, etc. quoi. Donc, moi, ma première question, ce serait, est-ce que c'est une habitude pour toi de travailler à plusieurs comme ça, là par exemple en écriture ou la co-réalisation sur Bertha Boxcar? Non, c'est assez nouveau. Moi, j'ai commencé un peu à faire des cours tout seul. Ouais. Voilà, j'ai été baigné par, on va dire, le cinéma américain, Scorsese, Coppola, et puis ensuite j'ai découvert le néo-réalisme italien, Rome, Ville ouverte, Allemagne Zéro, et puis tout d'un coup j'ai eu envie de faire des films. Et puis pour moi la façon la plus simple de faire des films, c'était de prendre les gens autour de moi, mon père, mon petit frère, ma mère. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment à faire des films. Et puis pour les questions d'histoire, je me suis un peu inspiré de notre vécu. Donc je suis plutôt parti sur de l'autofiction. Okay. Voilà, et puis j'ai commencé comme ça, j'y ai pris goût. Et puis en parallèle, je faisais des études de design industriel. Voilà, c'est un parallèle important. Voilà, ça explique pas mal de choses. Voilà. Et mon père est mécanicien poids lourd, ça explique aussi d'autres choses sur avec Bertha Boxcar, l'univers de la mécanique, de l'automobile et tout ça. Et voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'avais besoin un petit peu aussi de m'entourer d'autres regards. C'est comme ça que on a été amené à part aussi par affinité. Oui. On s'est retrouvé avec Yacine. Voilà, on s'appréciait bien dans le travail, etc. Et je me disais qu'il pouvait m'apporter des choses dans la narration, dans le scénario, dans le récit, et du coup c'est comme ça que les choses se sont faites au fur et à mesure. C'est du step by step, voilà, pour un peu expliquer le processus. D'accord, ok. Alors moi j'avais envie de question. Quel est le lien? Alors
peut-être que je suis... Quel est le lien exact avec Voyager? Qu'est-ce que tu voulais parler à travers le fait de parler La sonde de Voyager, en ouais. fait. Et- C'est vrai qu'on la voit dans le film. Ouais. Alors pour moi, il y avait un truc assez extraordinaire. C'est arrivé comme ça, un truc du réel. C'est que fin de 2018, donc novembre 2018, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis des émissions parce que cette sonde avait quitté le système solaire. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai toujours un peu aimé la science-fiction, mais voilà. Et puis je me suis intéressé à l'histoire de cette sonde. Qui a été il y a 40 ans. La NASA s'est mobilisée pour envoyer cet objet pour pouvoir rencontrer d'hypothétiques extraterrestres. Et puis ce que je trouvais d'assez formidable, c'est qu'en plus de ça, ils ont c'est une opération qui a coûté des milliards, mais en plus de ça, ils ont fait appel à un groupe de scientifiques, de chercheurs d'universitaires pour accompagner cette sonde d'un disque en or avec des photos, voilà. Essayer de communiquer en fait justement juste avec des dessins. Exactement. Et puis voilà, exactement. Et puis soudain, voilà, je me suis dit, je bloquais dans le scénario du court-métrage. Voilà, j'avais l'histoire de mon personnage et puis je me suis dit, il fallait peut-être ouvrir à quelque chose de plus universel. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un parallèle à faire entre la trajectoire de mon personnage, sa trajectoire sociale, voilà, le fait que ce soit quelqu'un qui soit peut-être né dans un autre pays, etc. Et puis l'histoire de cette sonde et sa trajectoire. Voilà, il y avait un parallèle. Ok. Mais d'ailleurs, c'est de la CGI, tout est en CGI. Ouais, alors. Il y a des images. Non, il y a. Alors, de la sonde. Alors, il y a eu un travail très. On a fait un travail. Des choix artistiques très importants. C'est que le disque en or, on l'a fait vraiment gravé. Voilà, par mes réseaux de designers et tout, on a sur une plaque en laiton doré, on a tout, mais au millimètre près, on a tout fait graver. On voulait qu'il y ait une forme de matérialité. Toute la sonde, à partir de documents d'archives, etc., elle a été entièrement faite en 3D, effectivement. Et après, dans le film, il y a des moments quand le personnage interagit avec le tissu. Ça, c'est de la prise de vue réelle. Et ensuite, derrière, il y a un travail de post-prod de VFX qui a été fait derrière. Il y a une ambition esthétique dans ce film que je trouve extraordinaire. Effectivement, il y a plusieurs plans qui se passent dans l'espace. Je trouve que c'est très très beau. Et j'étais à la fois épaté et étonné de voir ça dans un court-métrage parce que c'est grand en fait. C'est ça appelle à impressionnant. Une immensité assez impressionnante. C'était très beau. Mais aussi dans la CGI, alors je me posais la question, ça c'est plus personnel et ça n'a pas trop de rapport, mais les oiseaux qu'on voit qui sont en train de danser, les étourneaux, ouais. C'est de la CGI ou c'est vraiment un moment que tu as réussi à... Non, c'est de la CGI, ouais, c'est de la CGI. Je me posais la question. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de la CGI quand même dans ouais. Il y a... qui se voit pas beaucoup, hein, franchement. Non, c'est... alors après, on a fait un boulot, on a bossé avec une super équipe VFX, Light VFX, qui est quand même très grosse équipe qui font des choses assez impressionnantes, etc. Et bon là, on a été épaulé par eux. C'est quand même un budget de film. Alors pour l'histoire, c'est que là, c'est mon 13e court-métrage. Voilà, maintenant j'ai un certain âge. Et ce que je me suis dit, c'est que pour moi, le court-métrage, c'est l'espace d'expérimentation. Et que j'avais pas envie de me retrouver à faire un autre court ou dans lequel j'étais un peu à l'aise par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Et je me suis dit, on s'est dit aussi avec les producteurs, aussi avec Yacine, que c'était bien de pousser le cursus très loin. Et à cet endroit-là, d'essayer d'avoir de l'ambition. Tant qu'à faire un court-métrage, autant vraiment pousser les curseurs et dire aussi que en France, on peut avoir les moyens de raconter des histoires parfois plus grandes que nous, etc. Et voilà, c'était quelque chose qui était un peu important dans le processus. Ok, ça marche d'enfer et c'est assez impressionnant. Certains plans, vraiment les plans de Voyager sont assez impressionnants. Indirectement, c'est pas de la SF, mais c'est un peu de la SF. J'ai vu qu'il y a le personnage principal parle à la fin de transhumanisme. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Ouais. En tout cas, il y avait
c'est quelque chose qui était très important, qui était au cœur aussi de l'évolution du récit. Voilà, je me suis dit, je me reconnaissais pas des fois quand je voyais des films un peu qui traitent un peu de la création ou de l'entreprise. Je trouvais que il manquait de détails, tu vois, sur des endroits de recherche et de développement, des endroits de stratégie, etc. Et bon, moi, j'ai baigné dans cette culture-là du design et je me suis dit, il y a un manque à cet endroit-là et ce serait intéressant de le montrer, c'est quoi des gens qui réfléchissent, etc. Et d'autant plus de montrer quelque chose qui commence à envahir notre quotidien, qui sont des questions d'appli, d'IA, qui sont là partout maintenant aujourd'hui. Là, récemment, la semaine dernière, il y a plein de unes qui parlent de GPT, là, le chat GPT, etc. Des IA pour l'image. Des images, etc. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de confronter le spectateur à ces questions-là. Pour moi, on est dans une forme de bouleversement technologique qui va être assez importante pour l'humanité. Et je trouvais ça intéressant à travers mes deux personnages de les confronter à cette question-là et de voir comment le spectateur... et c'est assez intéressant parce que les gens veulent tout de suite savoir notre positionnement sur le transhumanisme, par exemple. Mais pour moi, dans le film, c'était pas la question, c'était pas de donner un filtre, mais c'était d'ouvrir et d'être face à ça. Voilà, exactement. Poser la question. Ouais. Voilà, exactement. Un questionnement et on sent le questionnement, mais moi c'est un sujet que j'aime bien. Je suis très passionné de SF. Je m'y connais un peu en technologie, mais pas à ce point-là. Mais c'est un sujet, je trouve ça ultra intéressant. La question de la transhumanisme qui vient en fait dans l'évolution de l'humanité et qui vient d'autant plus avec toutes les technologies qui sont en train d'arriver. Cette question et la manière dont c'est abordé dans le sujet par le personnage m'a fait douter un peu d'un truc. Alors je sais qu'on voit le personnage, on voit son passé dans l'introduction, mais il y a quelque chose d'un peu... entrecoupé avec la sonde Voyager, moi ça m'a beaucoup fait penser comme s'il y avait quelque chose, comme s'il n'était pas vraiment humain en plus dans son comportement. Il y a une volonté. Le jeu, ouais. Il y a quelque chose entre un questionnement, est-ce qu'il a un côté un peu robot, et il y a un côté mais en même temps trop humain pour être robot, mais en même temps il a un côté un peu extraterrestre. Donc j'étais en mode, est-ce qu'il y a une volonté peut-être à vouloir avoir ce personnage qui est un peu un robot, un peu un extraterrestre, mais en fait il est humain, mais qui fait penser à un comportement dans ses gestes et dans ses dialogues à pas des réflexions humaines en fait. Est-ce qu'il y a une vraie volonté dans cette sensation-là dans le travail qu'on a fait avec Souleymane Sylla qui joue le rôle d'Alain, on a vraiment fait un travail préparatoire qui a duré assez longtemps, où on a regardé, je vais montrer des vidéos de penseurs, de designers, de gens qui ont des rôles un peu de stratèges au sein d'entreprises. Et la volonté, c'était vraiment aussi d'essayer d'effacer de le rendre assez froid pour donner un peu cette perception au spectateur qu'il ne sache pas est-ce que lui-même est un extraterrestre, est-ce que c'est quelqu'un qui débarque d'ailleurs, ou est-ce qu'il est vraiment froid. Et ça, c'était vraiment un travail et c'était risqué, c'est-à-dire que c'est vrai que je trouvais que dans le récit, ça pouvait être risqué parce que le risque, c'est que le spectateur, il ne l'aime pas. C'est-à-dire, il le rejette. Et après, bon, voilà, j'ai trouvé que Souleymane avait fait un travail avec beaucoup de finesse parce qu'il parle très peu, en fait. Tout est dans son corps, dans sa présence. Il y a une présence, des micro-mimiques. Exceptionnel. Exactement. Il y a des trucs qui le rendent humain et il y a d'autres trucs qui le rendent un peu moins humain, et c'est assez moi je trouvais ça intéressant parce que c'est contre nature, c'est-à-dire que c'est pas la nature de, par exemple, Souleymane, c'est quelqu'un d'assez très chaleureux, très jovial, quelqu'un qui est vraiment... Et moi, je trouvais ça intéressant dans son travail d'acteur, tout comme Damien Bonnard aussi, qui joue Thomas, a fait tout un travail aussi de déconstruction. Et je trouvais que voilà, ce duo-là, ce binôme fonctionnait très très bien dans... Voilà. Et puis aussi, ça a été jusqu'au costume. Par exemple, Souleymane, il est habillé en couleur froide. Très bleu, alors que Damien, il est habillé avec des couleurs chaudes, ocre, etc. Et ça aussi, c'était un travail pour un petit peu les distinguer un peu.
et à la fin créer un peu ce rapprochement des deux personnages, quoi. Je trouve que ça marche beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup marqué le jeu de Souleymane Sylla, tout en retenue. Ça me rappelait un peu le jeu d'un Clint Eastwood. En fait, ça me rappelle vraiment des figures, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'est ce film. C'est-à-dire, par exemple, le Clint Eastwood des westerns, ou Alain Delon dans Le Samouraï, par exemple, ce genre de choses. Et là, ça, c'est ce que j'ai pensé en regardant le film. Et là, dans la discussion, je repensais à un film qui s'appelle The Brother from Outer Space. Je sais pas si tu vois ce film qui est pas très connu, mais qui est en gros l'histoire d'un personnage d'homme noir qui est en fait un extraterrestre et qui débarque, je crois, à Harlem, quelque chose comme ça, ou à Brooklyn, bref, aux États-Unis, et qui du coup va être traité par la société comme un homme noir. Mais lui, c'est pas un humain, quoi. D'accord. Il apprend le fonctionnement de la société par la façon dont il est traité en tant qu'homme noir dans une société américaine, etc. Et ça me faisait un peu penser à ça là dans la discussion, mais en même temps, la différence, c'est que le personnage d'Alain Diot n'est pas un extraterrestre, parce que par exemple la question du racisme va se poser aussi par certains truchements, où lui, ses réactions, c'est pas une surprise pour lui de voir des situations de racisme. Il va juste il va s'en débrouiller comme il s'en débrouille sans doute depuis toujours, en restant focus sur quelle est sa tâche, qu'est-ce qui vient, etc. quoi. Je trouvais que la manière d'aborder cette question-là, la manière aussi de montrer l'entreprise, la création, etc., je trouvais ça assez épatant et étonnant, quoi. Ouais, bah il y a eu un truc moins important, c'est-à-dire j'ai commencé à faire des films tout bêtement parce que j'avais l'impression en tant qu'enfant qu'il y avait un déficit de représentation, c'est-à-dire des classes populaires. Alors, il y a eu des représentations, mais que j'estimais pas être assez justes. En tout cas, c'est assez complexe. Déficit de représentation aussi des Maghrébins, des Africains, etc. Et moi, dans mon travail, j'ai toujours réfléchi à la représentation dans la complexité. Et c'est la même chose qu'on a faite avec pour le personnage d'Alain Diot comme avec le personnage de Thomas, c'est-à-dire les représenter dans de la complexité. Et effectivement, le danger du film, c'est que il y a un fait divers, une sorte d'anecdote raciste, mais tout l'enjeu du film, c'était de la dépasser. C'est-à-dire qu'il y avait ça, et comment on pouvait dépasser ça pour aller encore vers cette problématique que pose notre personnage en tant qu'idéologue, parce que pour lui, se poser cette question maintenant du transhumanisme sera peut-être la possibilité d'éviter encore d'autres jeux de domination. Alors voilà, après on laisse libre le spectateur à savoir si c'est vraiment une idéologie ou si c'est vraiment un progrès, mais pour nous, le personnage était habité par ces réflexions-là et confronté aussi à ça. Et oui, effectivement, je trouvais, puisque je pense que des situations, quand j'en parle autour de moi à des copains où des méprises arrivent régulièrement, tout l'enjeu, c'était effectivement de ne pas s'arrêter, de ne pas se cantonner à ça, pour dire oui, ça c'est une chose qui existe vraiment, qui existe encore aujourd'hui, et comment maintenant on est pris aussi dans un jeu plus complexe de technologie, etc. Voilà. Ah non, mais ça marche, ça marche vraiment bien, mais on le sent en parlant avec toi qu'il y a vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de choses à dire de ce cours, et que tu as peut-être encore beaucoup de choses à raconter, je pense. Sûrement déjà sur un autre projet, non? Ouais, ça fait longtemps, là, je développe deux projets, là, 2 longs métrages. Voilà, maintenant il est temps. Deux longs métrages. Non, il y a un projet de long qui est un peu on va dire, qui est le préquel de ce film-là, qui est la trajectoire d'un jeune garçon issu d'un milieu populaire qui intègre une école d'élite de création. Et c'est toute la trajectoire de ce garçon-là. Et donc voilà, ça c'est le projet. Bon, c'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps.
Ouais. Voilà, les process sont parfois longs. Et puis il y a un autre projet qui est plus en développement. Voilà. Toujours, j'essaie de mener ça en parallèle. Après, j'enseigne aussi. J'enseigne le cinéma et la vidéo dans une école de design, dans l'école de design que j'ai faite. Wow. Et c'est un travail qui me passionne beaucoup parce que voilà, je suis avec de jeunes gens au fait aussi de l'évolution, de pratique, etc. Voilà, donc j'ai comme ça on en parlait tout à l'heure, mais j'ai 2-3 activités annexes qui me permettent de subvenir aux besoins de ma famille et de continuer à travailler et voilà. Mais beaucoup d'ambition et t'aimes vraiment le cinéma et on le sent en fait dans le cours que tu t'es amusé. Il y a des idées de plans vraiment très cool. Alors déjà il y a eu Voyager, mais juste pour citer la caméra 360 qui est tellement bien utilisée pour représenter tout le mal-être et les questionnements qu'il y a à l'intérieur de sa tête, et aussi juste, alors ça c'est un peu bonus, mais la caméra posée sur le bras robotique dans la chaîne de montage. Incroyable. Tu t'amuses vraiment? Tu penses moi j'ai un côté. Le fait que t'aies fait 13 courts-métrages, t'es toujours là. Franchement, obligé quand même. C'est-à-dire que vu comme vous voyez bien les conditions, c'est très dur, c'est beaucoup de. Mais moi je m'amuse beaucoup et moi j'ai un côté un peu geek. J'adore, je suis geek, et puis j'aime bien aussi, on m'a appris à l'école le do it yourself, quoi, c'est-à-dire apprends par toi-même, apprends les logiciels, essaye de comprendre comment ça marche, etc. Et effectivement, la chance qu'on a eue, c'est que, les producteurs m'ont fait confiance, et l'équipe aussi, c'est que je suis arrivé avec ma caméra, effectivement, donc dans l'usine où on a tourné, il y a eu une belle collaboration entre les gens qui nous ont accueillis, puisqu'on a aussi fait tourner les gens de l'usine, etc. Et ils nous ont ouvert carrément une chaîne de montage qui venait d'arriver. Voilà, avec 10 robots, 10 Kuka, exactement. Et puis moi j'ai dit comme ça, allez, il faut équiper un des bras. C'est assez complexe, il y a tout un périmètre de sécurité et tout, parce que voilà, les accidents peuvent être extrêmement graves. Mais voilà, on a expérimenté des choses, tout comme avec Damien Bonnard. Je suis arrivé dans le salon et au début, moi, ce que je voulais, c'était comme il était un peu perdu, je voulais que les meubles flottent un peu. Bon, après, c'était pas possible, etc. Mais j'ai dit à l'équipe, tiens, tout le monde sort. J'ai posé cette caméra 360 sur la table basse et j'ai dirigé par la voix, j'ai dirigé Damien et puis ensuite on a fait tout ce travail. Mais c'est vrai que ce que me disait mon producteur, un des 2 producteurs, il me disait, quand tu m'en as parlé sur papier, je voyais pas ce que tu voulais dire. Maintenant que je le vois, ça devient. Et c'est la chose la plus difficile quand on écrit. C'est vrai que quand on a des réflexes visuels ou un truc un peu de geek, etc., on sait les choses. Le plus dur, c'est de les transmettre pour dire t'inquiète pas, ça va donner quelque chose qui va rendre compte de l'état peut-être psychologique du personnage. Et moi, je trouve que tous ces outils utilisés à des fins dramaturgiques, ça m'amuse beaucoup, quoi. Ça se sent pour. Mais pour le bras, vous avez utilisé la même caméra ou vous avez utilisé une autre caméra quand même pour le bras, venait de sortir. Moins de risques. Non, pour le bras, comme j'étais au fait, on va dire, de l'actualité technologique, GoPro venait de sortir sa GoPro 11. Voilà, nous on tournait en novembre, la GoPro est sortie en octobre. Et du coup, j'ai pris cette caméra parce que c'était celle qui avait les caractéristiques les plus intéressantes pour nous. Voilà. Et ensuite, pour l'intérieur de Thomas, on a utilisé la GoPro 360. Après, entre-temps, l'année dernière est sortie une super caméra 360 avec un capteur très balèze qu'on n'a pas pu utiliser, mais voilà, effectivement. C'est particulier, hein. C'est un plan en 360 où la caméra bouge en même temps. Ouais. Et ce qui est fort, c'est qu'à la fois, fois, la caméra. C'est novateur, ce plan-là et le plan. Je me posais la question, mais moi de montage, pardon, c'est du jamais vu pour moi en tout cas. Chaîne de montage
peut-être, mais dans des reportages plus que dans de la fiction. Et mais la caméra 360, pareil, je me suis posé la question si c'était pas la première fois que je le voyais utilisé, en tout cas dans une fiction. Si. Alors, Paul Schrader avait fait un film que j'ai beaucoup aimé, Card Counter. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, ça me dit rien. Et le personnage, donc c'est un ancien vétéran de guerre. Et ses souvenirs de guerre un peu traumatisants sont montrés en 360 mais aplatis. C'est-à-dire D'accord. que si tu veux, t'as la déformation aplatie. Alors que là, effectivement, c'est la première fois. Là, tu joues avec la déformation directement. Ouais, là, on est dans la déformation, alors Ça. que chez Schrader, on a le ratio HD, mais tout est aplati avec les trucs sur les côtés. Alors que, ouais, après, moi, j'ai ce côté-là, c'est-à-dire de chercher. Tu vois, en 2013, j'ai fait un documentaire sur ma grand-mère et j'ai utilisé un drone en 2013 et j'étais le premier. J'étais le premier à utiliser ça et surtout à l'assumer en fait, D'accord. à me dire oui, c'est un outil qui est à la base un outil militaire développé par l'armée, mais je vais l'utiliser. J'ai l'impression qu'à ces endroits-là, il y a de l'innovation. Moi, ce que je trouve d'intéressant et passionnant dans le cinéma, c'est que pour moi, il y a des endroits d'innovation et même quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut toujours trouver des astuces pour faire des choses belles, intéressantes. Et moi, j'ai l'impression voilà, qu'il y a des solutions qui peuvent se trouver là. Et du coup, bon, j'essaie toujours de chercher des solutions. Quoi, voilà. Ouais. C'est-à-dire que dans ton côté geek, tu as toi-même ce rapport à la recherche et développement aussi Complètement. en tant que réalisateur. Ouais, et puis comme dans ma formation de designer, moi je mets toujours en parallèle le rôle du designer et celui du réalisateur, en tout cas l'industrie du cinéma et la création industrielle, parce que pour moi elles ont à voir. Et ce qui est assez intéressant dans le design, c'est qu'il y a toujours des questions de cahier des charges, d'enjeux, de contraintes, d'utilisateurs, etc. Et moi, maintenant l'économie évolue du cinéma, il y a des choses qui sont devenues plus difficiles que d'autres, etc. Et j'essaye de prendre en compte ça. J'essaye de me dire, tiens, une journée de tournage, c'est 8 heures, on va essayer de tout rentrer en 8 heures, avoir que 20 minutes de dépassement. Ouais. Tiens, là, ça va être compliqué de faire ça et ça, comment je peux m'arranger ? Telle caméra coûte trop cher, comment on peut travailler ? Et donc, on a toujours essayé de faire j'ai toujours essayé de faire un travail comme ça. Et à l'image aussi, on a fait un travail avec la chef opératrice Eva Sehet, qui a vraiment fourni un travail assez impressionnant. On a tourné avec une caméra moyen format. En fait, depuis 2 ans, sont sortis chez différents constructeurs des caméras avec des capteurs moyen format. Donc un ratio, on va dire que avec un rapport à l'architecture, au cadre qui est légèrement différent que les capteurs 35 ou Super 35. Et donc ça a été aussi une des volontés d'utiliser ces caméras au capteur moyen format avec des optiques adaptées et de tourner le film de cette façon-là. Et que le film ait aussi une texture extrêmement très nette, très numérique, et de l'assumer aussi. Ça marche bien, je trouve, avec marche l'univers bien, de ouais. l'industrie et du design. Du design, ouais. Ouais, tout à C'est fait. quelque chose de très propre. Ouais, très épuré. Enfin, très... Ouais, J'ai pas envie de dire lisse parce que je trouve ça un peu insultant, mais il y a quelque chose de très design. Il y a quelque chose de très design. design, ouais. C'est ça. Il fallait être c'est vrai qu'il fallait être précis, c'est-à-dire je trouvais que le danger aussi du film, c'était de singer l'industrie ou de singer ces univers-là. Ouais. Et je trouve que il fallait tout faire pour vraiment que les gens puissent se dire ah ouais, en fait j'étais assez content. J'ai un copain qui travaille chez Michelin et il m'a dit ouais, c'est en fait t'es pas à côté de la plaque en fait. Ces questions-là, ces questions d'innovation sont des questions qu'on se pose et voilà, ça je trouvais que c'était important quoi, de pas être dans la caricature quoi, c'est toujours le danger. Ok, Ouais. c'est plutôt réussi. Ouais, c'était très très impressionnant. Je pense qu'on arrive à la fin de l'entretien. L'entretien, et puis je commence à plus avoir de questions. Voilà. Ouais, non, mais... J'ai eu la plupart des réponses que je Moi voulais. aussi, moi aussi. Donc, Même au-delà. Vous l'avez vu en salle ou En salle, ouais. Ah Ouais, on ouais, l'a bah vu. ouais, On l'a vu. c'est vrai que ça. mais ici, c'est pour avoir des expériences de ça. Ouais, non. Donc, on a des accès pour voir les films. Ouais. Pour regarder aucun par ce biais-là. Quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, le film n'a pas la même perception.
sur ordinateur et normal. sur ça. Non, on l'a vu mardi, je crois. Mardi en salle. On l'a mercredi. vu. Alors, c'est F10 ou F8? Ouais, F10. Ouais. Je sais plus quand est-ce qu'on a vu. On est- Mardi ou mercredi. on est- Les jours se ressemblent un peu. Ouais. On voit pas mal de séances. D'accord. Mais c'était une bonne surprise et trop bien. Merci d'avoir répondu. Bah, d'être venu. merci à vous en tout Merci cas. d'être venu, et merci de ta présence. Bah, merci pour l'accueil. Bah de rien. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour La dernière matinale. Pour le dernier débrief on des recevra séances. Joséphine à Darcy 11h30. Hopkins qui viendra parler des dents du bonheur à 11h30. Mais on commence à 10h. Ouais. Voilà. Et sur ce, bonne journée. Bonne À séance tous. pour ceux qui sont à Clermont. Bonne journée. How do I deal with